Monsieur le Président organisateur du Congrès, merci beaucoup de m'avoir suggéré ce titre auquel je n'avais pas pensé du tout, qui porte donc sur l'entraînement auditif et sur y a-t-il réellement une capacité d'apprentissage auditif. Donc il y a, à mon sens, deux notions qui se télescopent entre l'apprentissage et l'entraînement. Et ce que je vous invite à faire d'emblée, c'est de prendre évidemment en photo le QR code qui est là. Vous verrez, il y a quelques questions qui sont proposées. On va pas s'attarder, on va pas les voir ensemble, mais essayer d'y répondre, c'est assez intéressant puisque normalement sur un enseignement, on arrive à évaluer les compétences de départ et on espère qu'à l'arrivée, il y aura des compétences nouvelles qui seront acquises. Globalement, c'est bon, vous avez pu scanner le QR code. Voilà, super. Bon, je vois plus d'appareil levé, donc ça doit être bon. Allons-y. Donc, j'ai évidemment un conflit d'intérêts puisque je travaille pour la société Sonova Audiologie Colker en France. Je voulais commencer sur une notion plutôt d'apprentissage en citant Stanislas Dehaene qui a, comme vous le savez, écrit tout un ouvrage sur apprendre. Qu'est-ce que apprendre avec un cerveau qui est fait pour. Et en fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il en est arrivé à la conclusion que le cerveau en permanence projette un certain nombre de jeux d'hypothèses sur le monde réel et en vérifie la véracité et apprend à éliminer tout ce qui ne correspond pas à l'hypothèse réalisée initialement. Donc apprendre, c'est partir d'un jeu d'hypothèses a priori et projeter ces hypothèses sur les données et sélectionner celles qui conviennent le mieux dans un instinct de capacité à s'adapter à son environnement. Donc le cerveau n'est pas un système qui est vierge et qui ne fait que capter de l'information, c'est en fait quelque chose qui en permanence projette des hypothèses sur le monde extérieur, juste pour vérifier que ça correspond bien à ce qu'il a appris. Mais seulement, voilà, pour apprendre, il y a un certain nombre de réseaux neuronaux qui vont se mettre en place, et ces réseaux dépendent directement de l'environnement dans lequel le malentendant, dans lequel que l'être humain se situe. Donc, si vous êtes dans un environnement où vous n'entendez pas parce que vous êtes sourd, par exemple, où vous allez utiliser spontanément un mode de communication parce que vous êtes doué pour la communication, c'est vraiment une constante dans le cerveau humain, vous allez utiliser des signes et on s'aperçoit que si on compare le fait de regarder ces images où très clairement elle fait le clown et là où elle dit qu'il y a un nouvel immeuble qui s'est construit, que vous avez reconnu, chez les sourds profonds, on a des activations dans des zones temporales à gauche, dans des aires qui sont très clairement liées au langage, alors que chez des gens qui entendent bien, très clairement, il n'y a aucune activation dans ces régions-là. Donc, le réseau dans lequel les objets sonores vont s'inscrire dépend énormément, justement, des apprentissages qui se sont mis en place, et on est doué pour apprendre, puisque, par définition, notre cerveau est fait pour faire ça. Alors, on le retrouve chez des gens qui entendent bien, par exemple, des gens qui sont chinois et à qui on présente des phonèmes de type pas, mais avec une intonation, ce qui donne un sens différent en chinois, vont activer des zones temporales qui sont à gauche dans le cas des Chinois, alors que si on fait le même type de manip avec des natifs anglais, qui n'utilisent pas cet indice acoustique pour pouvoir accéder à l'intelligibilité de la parole, à ce moment-là, on a des activations essentiellement dans des régions qui sont à droite, qui traitent davantage l'information fréquentielle. Donc, vous voyez, en fonction de la simulation que vous recevez, finalement, vous sculptez votre cerveau et vous sélectionnez certains circuits qui vont traiter une information particulière par rapport à d'autres. Alors, cet élément lié au cerveau, on a eu la chance à l'hôpital Necker de pouvoir faire des IRM dans le cadre des bilans pré-implants à tous les enfants avant une implantation cochléaire, et on s'est rendu compte que à l'IRM, sur 79 enfants qui ont pu bénéficier d'une IRM qu'on appelle ASL avant l'implantation cochléaire, on s'aperçoit qu'il y a une diminution du débit au repos dans des aires qui sont temporales, montrant que la privation auditive a un impact direct sur l'organisation des cartes corticales. Et inversement, ces enfants ont des augmentations de débit sanguin cérébral au repos dans des aires qui sont visuelles, où on voit déjà que
l'organisation va être différente par rapport à ce qui se passe chez quelqu'un qui entend bien, avec, comme vous le savez, des notions de période critique. On a pu mettre en évidence que c'est à partir de 4 ans que l'on va avoir une divergence entre les entendants et les malentendants sur cette organisation cérébrale. On sait très bien que cette organisation cérébrale va avoir des conséquences majeures sur la capacité à récupérer à partir du moment où une action thérapeutique est proposée. Et depuis les expériences de Sharma, on sait qu'une implantation précoce va permettre une normalisation d'un certain nombre de marqueurs biologiques qu'une implantation tardive ne permettra pas de récupérer. Cela explique également le fait que pour une même perte d'audition tonale, on puisse avoir ici des seuils d'intelligibilité qui sont complètement différents dans le calme pour différents individus. Pourtant, ils ont la même perte d'audition, donc déjà on soupçonne que la perte d'audition simplement en PTN n'est pas suffisante pour décrire les mécanismes cérébraux qui sont mis en œuvre pour pouvoir accéder à l'intelligibilité de la parole. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe quand on essaye de réapprendre? Parce que finalement, quand on utilise un appareillage auditif, on réapprend à utiliser ces sons. Et est-ce qu'on a des données suffisantes pour dire, oui, il y a un élément de preuve pour l'appareillage auditif permet aux gens de se réapproprier ces sons nouveaux qu'ils perçoivent au travers de l'appareillage auditif qu'ils ne percevaient pas quand ils n'avaient pas les appareils auditifs. Et là, on a un effet dans la littérature, décrit par la Cochrane Library, qui vraiment fait des méta-analyses avec des niveaux de preuve, une méthodologie qui est vraiment très poussée, très drastique également, ce qui fait que dans notre domaine, c'est très très difficile de mettre en évidence des preuves justement en matière d'appareillage auditif. Et là, il y a une preuve majeure qui sort, comme quoi le fait de réappareiller, les gens sont capables d'utiliser cette information sonore et c'est quelque chose qui les aide dans leur capacité à écouter, mais avec une difficulté énorme à mettre en évidence que ça puisse les aider dans un mieux-être cognitif, mental et social. Alors, vous savez que la privation sensorielle, c'est un moindre effort cognitif, un moindre effort auditif, un moindre entraînement auditif, a des répercussions majeures, comme a pu vous le rappeler hier le docteur Arash Matiljessi, où un manque de stimulation, finalement, risque d'entraîner un déclin cognitif important. La question qui se pose, c'est, oui, c'est probablement un élément sur lequel on peut agir pour éviter un déclin cognitif, mais est-ce que l'intervention appareillage auditif permettra de limiter justement ce déclin cognitif? Donc rien n'est moins sûr, donc il y a eu un pari très fort de la sécurité des organismes sociaux de prendre en charge l'appareillage auditif, en pensant qu'effectivement, en corrigeant une perte d'audition, on peut espérer une amélioration sur l'autonomie de la personne sur le long terme. Mais rien n'est moins sûr, et donc, vous voyez, dans la littérature, on va avoir, sur ces phénomènes d'entraînement pour limiter le déclin cognitif, une revue de la littérature où lorsqu'on tape hearing aid et déclin cognitif, on a à peu près 70 résultats, et avec des résultats qui sont de plus en plus nombreux, donc ça devient un sujet très très actuel pour pouvoir mettre en évidence des éléments en faveur d'un appareillage et pour limiter l'évolution cognitive et donc que ce soit un entraînement finalement bénéfique. Cet entraînement bénéfique a été bien mis en évidence pour tout ce qui est implant cochléaire, mais sur les aides auditives, sur une dernière méta-analyse qui a été réalisée ici, il y a encore des petits éléments à investiguer pour pouvoir en faire vraiment la preuve, mais on a quand même un bon départ. Alors, l'orthophonie est un des axes majeurs de cette rééducation, ça c'est quelque chose de très factuel, qui est un entraînement auditif aujourd'hui proposé en clinique, comme vous l'a rappelé hier le docteur Boukhara, avec une évaluation et un entraînement des capacités perceptives sur le plan auditif et une évaluation et un entraînement des capacités cognitives, mémorisation et attention. Et moi, j'adore recevoir un compte-rendu d'orthophonistes comme celui qui a été décrit, qui est d'ailleurs le docteur Boukhara, comme par hasard, a cité exactement le même. Je m'en suis sûr. On ne s'est pas concerté, mais on a utilisé la même patiente, en fait. Et on s'aperçoit qu'il y a une amélioration des conditions de lecture labiale au cours du temps, après un an d'entraînement, donc vous voyez, sur une période suffisamment longue, et avec des choses qui sont très très organisées et très protocolées et formatées par nos amis orthophonistes. Et moi, je pousse toujours à faire en sorte qu'il y ait une prescription d'orthophonie qui accompagne la prescription de l'appareillage
et en essayant de motiver les patients, parce que pour eux, c'est pas nécessairement évident d'aller faire de l'orthophonie. Quand ils ont une prescription d'appareillage auditif, ils comprennent pas toujours très bien, et donc l'audioprothésiste a un rôle majeur à pousser dans cette voie. Et d'ailleurs, si vous lisez il y a une recommandation de la SFORL où très clairement, il faut proposer une rééducation orthophonique quand il y a un problème auditif et quand il y a un appareillage auditif qui est proposé. Donc, je vous laisserai relire les recommandations de la SFORL, mais on a une base très très forte pour le faire. Donc, c'est un niveau de grade B. Alors, comme l'a rappelé tout à l'heure Morgan, c'est parce qu'une absence de preuve ne signifie pas une absence d'effet. Donc, par exemple, il y a des choses qu'on n'arrive pas à mettre en évidence, notamment, par exemple, les AV pour l'AVT. On a du mal, pour l'instant, on n'a pas un niveau de preuve suffisant pour pouvoir dire que c'est un élément pertinent. Néanmoins, c'est pas parce qu'on n'a pas la preuve que c'est pas quelque chose qui peut être efficace. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que proposer des rééducations qui ne seraient pas appropriées, il ne faudrait pas qu'on revienne sur des problèmes à l'automatisme où il y a un dévoiement de ce qui a été proposé et une tromperie sur le dispositif ou la méthode d'entraînement qui a été proposée. Ce qui est évident, c'est que les apprentissages et le fait de faire de nouvelles activités permettent de créer des circuits qui sont nouveaux, même à un âge qui est avancé. Et là, il y a une littérature très très abondante, par exemple, entre musiciens et non-musiciens. Et c'est évident que faire de la musique permet d'attirer une attention auditive et de développer des capacités vis-à-vis auditives et attentionnelles vis-à-vis des sons et dans ce domaine-là spécifiquement. On a eu la chance, dans les cahiers de l'audition, d'avoir un très bel article sur les effets de la musique sur le cerveau par le Hervé Platel, donc vous pouvez vous y référer. Il y a des effets qui sont liés à la durée d'entraînement et de pratique musicale. Donc c'est probablement l'une des meilleures éducations qui puisse exister. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller sur le site de l'ACFOS si vous êtes intéressé par ces méthodes d'entraînement et de rééducation. Et par exemple, il y a une formation proposée par l'ACFOS pour intégrer la musique dans la prise en charge de l'enfant sourd et qui accompagne très très bien ce handicap. Donc, on a dans la revue de la littérature un certain nombre d'éléments également avec des modèles animaux qui permettent de montrer qu'il y a un effet de l'entraînement. Sont des animaux généralement qui sont, vous voyez, entre quand ils sont jeunes et âgés, il y a une sélectivité fréquentielle qui diminue, mais s'ils sont entraînés, on est capable de garder cette sélectivité fréquentielle, mais au prix d'un investissement quand même très très important, et donc la durée de stimulation est un élément qui est capital. Donc, il est tout à fait cohérent de proposer des méthodes de rééducation, d'auto-entraînement. C'est d'ailleurs ce que propose la SFORL, avec un certain nombre de dispositifs qui ont été listés à titre purement informatif, même si des éléments complémentaires sont nécessaires pour en faire la preuve, puisque pour l'instant, les méta-analyses qui sont réalisées ne permettent pas de faire la preuve de l'efficacité de ces méthodes, même si manifestement elles sont souhaitables. Donc, si des méthodes sont à développer, et pour qu'un apprentissage soit réussi, et je rebouclerai sur ce que Stanislas Dehaene préconise, il faut arriver à attirer l'attention de la personne, qui amplifie l'information sur laquelle on se concentre, un entraînement avec un engagement actif, c'est-à-dire les éléments qui sont passifs, ça marche pas, qu'il y a un retour sur erreur pour que la personne puisse précisément apprendre. Et ensuite, il faut aussi dormir parce qu'il faut arriver à consolider les acquis. Donc, ça ne sert à rien de s'entraîner 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, les 4 piliers sont ceux-là. Et donc, pour citer Stanislas Dehaene, l'enseignant qui parvient à mobiliser ces 4 fonctions chez chacun de ses élèves est certain de maximiser la vitesse et l'efficacité d'apprentissage de sa classe. Et c'est ce que j'espère avoir réussi à faire pour que vous arriviez à sculpter votre cerveau. Voilà. Je vous remercie.